La guerre est revenue. En réalité, elle n'a jamais vraiment disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les guerres dites périphériques n'ont pas cessé, certaines aussi importantes que les guerres en Irak ou en Afghanistan. Mais la guerre est revenue en Europe et un frisson de terreur parcourt le monde, pas seulement les Européens. Un frisson de terreur face à la possibilité d'une guerre nucléaire dévastatrice. C'est peut-être pour cela que les nations alliées, l'Europe, les États-Unis et leurs alliés européens, ont décidé de ne plus appliquer de mesures, par exemple le recours à la force pour défendre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une invasion qui est l'invasion d'un pays indépendant par un autre, et cela est inacceptable. Mais cette peur de la guerre nucléaire est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les Alliés ont décidé de ne pas entrer, du moins jusqu'à présent, dans la guerre et ont laissé l'Ukraine seule. Ils ont décidé de prendre des mesures économiques, contre la Russie, des mesures dont, selon un ambassadeur russe, la Russie se fiche complètement. Peut-être que Poutine a ri aux éclats de ces mesures. Ils n'ont même pas osé appuyer sur ce qu'on appelle le bouton nucléaire économique, c'est-à-dire l'exclusion de toutes les banques russes du côté SWIFT, le code qui permet les transactions économiques internationales. Ils ne sont même pas allés jusque-là et bien sûr, je dis qu'ils n'ont pas envoyé leurs jeunes se battre et mourir en Ukraine. Peut-être parce que leurs jeunes ne seraient pas prêts à se battre même pour leur propre pays. Mais nous devons tenir compte de certaines choses. Nous devons tenir compte du fait que l'histoire ne peut pas être supprimée par une décision purement politique. L'Ukraine a été liée à la Russie pendant de très nombreuses années. Il y a eu un flux continu de population. Il y a une partie importante de la population ukrainienne, et pas seulement dans la région qu'ils appellent le Donbass, une partie importante de la population ukrainienne qui se sent liée à la Russie. Par exemple, la grande majorité des Ukrainiens sont de religion orthodoxe. Il y a quelques années, un secteur de l'Église orthodoxe ukrainienne s'est déclaré indépendant du patriarcat de Moscou, du patriarcat russe, avec le soutien du patriarcat de Constantinople, le patriarche qui a, disons, la supériorité honorifique sur tous les orthodoxes du monde. Cela a provoqué la rupture entre Moscou et Constantinople. Mais la grande majorité des orthodoxes ukrainiens, monastères, paroisses, prêtres et fidèles, la grande majorité fait toujours partie de la section de l'Église orthodoxe ukrainienne fidèle à Moscou. Et seule une minorité est restée indépendante dans l'Église, disons orthodoxe nationale, reconnue par Constantinople. La grande majorité des orthodoxes ukrainiens, qui constituent la grande majorité de la quasi-totalité de la population, restent fidèles à Moscou, fidèles à la Russie. Je pense que c'est très significatif. Je pense que cela aurait dû être pris en compte dans ce pays et cela devrait également servir de choix pour d'autres pays parce que, par exemple, comme cela peut arriver en Catalogne, la majorité opprime la minorité en termes de langue, par exemple, et bien que numériquement ils aient la possibilité de le faire d'un point de vue électoral et démocratique, mais cela génère une profonde division de la population qui pourrait être l'une des causes de ce qui se passe en ce moment. J'insiste sur le fait qu'il n'est pas acceptable qu'un pays souverain soit conquis par un autre, mais il faut regarder ce qui se passe et pourquoi cela se passe. L'Église catholique
tant l'église de rite latin que l'église de rite grec en Ukraine, qui est minoritaire, a toujours été favorable à l'autonomie, à l'indépendance de l'Ukraine, à la prise de distance avec la Russie et au rapprochement avec l'Occident. Mais elle est finalement minoritaire. L'Église catholique est un peu plus dans les régions de l'Ukraine occidentale, proche de la Pologne, parce que c'était une partie de la Pologne dans l'empire austro-hongrois et sa capitale, Lvov, est encore une belle ville qui, d'une certaine manière, pourrait même rivaliser avec Cracovie. Enfin, il y a des liens forts entre cette partie de l'Ukraine et la Pologne, et donc l'Occident. Un lien qui pèse aussi que cette partie du pays ne veut pas rejoindre la Russie, mais plutôt regarde beaucoup plus vers l'Ouest. Quelles leçons devons-nous tirer de cette guerre? La première est de faire ce que le pape a demandé. Jeûne et prière. Le pape l'a demandé pour le mercredi des cendres, mais nous n'avons pas à attendre jusqu'à ce moment. La première leçon est que nos armes sont le jeûne et la prière, et que nous y croyons. La deuxième leçon est de faire exactement ce que fait l'Église polonaise, tant critiquée, tout comme leur pays est critiqué par les Occidentaux, confortables, qui ne lèvent pas le petit doigt. L'Église polonaise, en collaboration avec son gouvernement, se prépare, s'est déjà préparée à accueillir les milliers et les milliers de réfugiés ukrainiens qui entrent dans leur pays. C'est une collaboration effective, celle-là. Prier et aider les réfugiés, parce que finalement, ce qui compte, c'est la souffrance de ces gens. La troisième leçon que les politiciens occidentaux devraient tirer est de réaliser ce que Poutine a fait ces dernières années dans son pays. Poutine a renforcé la Russie sur le plan moral, alors que l'Occident se consacre à la mise en œuvre de l'idéologie du genre d'une manière parfois brutale. Alors qu'à l'Ouest, l'avortement est favorisé, voire forcé et converti en un droit, et que les médecins qui veulent faire une objection de conscience sont harcelés. Poutine, en revanche, a fait le contraire, en essayant d'empêcher les gens d'avorter, en rejetant complètement l'idéologie du genre, en soutenant l'Église orthodoxe dans tous les aspects, même sur le plan économique, en recevant donc aussi le soutien de cette Église. Il a renforcé moralement son peuple. Il n'est pas Poutine, il me semble, n'est pas le champion de la culture chrétienne. Mais c'est un homme politique qui sait ce qu'il doit faire avant de déclencher une guerre, alors que ce riche et indolent Occident détruit ses racines et transforme donc l'Europe en un fruit mûr, à la merci de tout aventurier qui viendrait s'en emparer. Les jeunes Européens sont-ils prêts à se battre et à mourir pour leur patrie? L'Europe occidentale, je veux dire, je suis sûr que les Polonais le sont, et les Hongrois aussi. Curieusement, les deux pays qui ont refusé d'entrer dans le circuit diabolique de l'idéologie du genre. Les Polonais, les Hongrois aiment leur pays et sont prêts à tout. Ils ne sont sûrement pas les seuls, mais vraiment, les autres sont-ils prêts à partir en guerre pour défendre leur indépendance, l'indépendance de leur pays, si leur pays serait attaqué et conquis? Il me semble que la plupart d'entre eux veulent juste continuer avec leurs vices. Le sexe, n'importe comment, drogue, n'importe laquelle, n'importe quel alcool, beaucoup d'alcool. Pouvoir faire une sieste éternelle sans que personne ne les dérange. Et ils ne se soucieraient pas de s'appeler espagnol ou français ou anglais ou allemand que de s'appeler russe. Qu'on les laisse vivre confortablement et ils ne se soucient pas du reste. Du moins, c'est mon impression et j'insiste sur le fait que cela a pesé lourd dans la décision prise par le gouvernement de regarder avec une certaine distance ce qui se passe dans l'Ukraine voisine.
Les politiciens européens devraient apprendre à renforcer les racines morales de leur peuple s'ils ne veulent pas se réveiller un jour avec les chars d'un pays voisin roulant dans leurs rues. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.